Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est un défi de parler de pharmacologie dans le titre d'un symposium dans ce type de forum. On l'a vu hier, la pharmacologie est effectivement le parent pauvre. En plus, quand on nous met en compétition avec une autre conférence sur le sucre dans la salle principale, c'est vraiment un défi de retenir le public parmi nous. Mais je suis heureux de voir quand même nombreux à cette présentation. C'est vrai que la pharmacologie dans le domaine des addictions, c'est toujours difficile parce que la dimension psychothérapeutique est certainement énorme par rapport à la pharmacologie, qui est effectivement le parent pauvre, en particulier dans le contexte des addictions. Néanmoins, je vais profiter de ces quelques minutes pour vous parler des phénomènes de tolérance, des phénomènes de dépendance, qui sont des notions souvent utilisées, souvent partagées. Vous montrer comment on peut essayer de rebondir là-dessus avec quelques espoirs, même s'ils sont modestes d'un point de vue plus thérapeutique. Alors, je suis pharmacien, effectivement, je suis bien sûr passionné par les médicaments, et on pourrait presque prendre un peu de recul par rapport aux addictions dans un premier temps, et poser la question de la tolérance, mais d'une manière générale, beaucoup plus générale par rapport aux médicaments. Il y a de nombreux médicaments qui sont sujets à des phénomènes de tolérance. Des médicaments que beaucoup de patients prennent, des antidouleurs, c'est bien connu pour des antidouleurs. La douleur est diminuée, mais progressivement, elle diminue de moins en moins bien avec les médicaments. Les personnes qui prennent des bronchodilatateurs dans le contexte de l'asthme savent très bien qu'ils ne doivent pas en abuser. On pourrait faire le même parallélisme avec des médicaments pour la rhinite allergique. Ces gens qui s'insufflent quotidiennement des quantités importantes et en définitive, on ne peut pas parler de dépendance, mais ils sont très tolérants, c'est-à-dire qu'ils doivent répéter les prises de plus en plus souvent. Dans le domaine du sommeil, c'est très connu également, les troubles du sommeil, la prise de médicaments, et on voit l'escalade progressive des doses prises par les patients pour assumer cet objectif de traiter les troubles du sommeil. Et donc, c'est bien le principe, c'est la nécessité d'augmenter les doses pour obtenir les effets recherchés. Alors, je vais m'étendre beaucoup plus sur ces concepts. Juste le fait que, je rappelle que c'est variable d'un effet à l'autre. Les antidouleurs, par exemple, les dérivés morphiniques, par exemple, sont des bons antidouleurs. On montre de la tolérance avec ces antidouleurs. Ils provoquent de la constipation, mais bizarrement, et malheureusement pour nos patients, la constipation ne montre pas beaucoup de tolérance. Et donc on augmente les doses, mais il y a certains effets qui, eux, n'en sont que renforcés, puisqu'on augmente les doses et que la tolérance, ce n'est pas tout à fait ça pour la constipation. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors on peut schématiser ce phénomène, c'est assez simple à comprendre. La tolérance, la douleur, on cherche à traiter la douleur diminue, on répète les prises, et malheureusement, lors de la prise répétée du médicament, l'effet tend à diminuer progressivement, ce qui oblige le patient à augmenter les doses. C'est le propre de notre organisme. Notre organisme a un équilibre, une homéostasie, et l'organisme va tout mettre en œuvre manifestement pour contrer cet effet exogène, cette substance exogène qu'on lui apporte et qui tente à modifier cet équilibre. Lui, il va essayer de retrouver en permanence cet équilibre, et ce qui nuit éventuellement à l'effet des substances que l'on avait administrées. Alors c'est un sujet, c'est pas nouveau comme sujet, ça fait des dizaines d'années que l'on cherche sur les phénomènes de tolérance, comment ces mécanismes de tolérance se mettent en place. On connaît des événements biochimiques, j'en dirais un petit mot, c'est un phénomène physiologique, ce phénomène de tolérance. Il est normal, c'est ce maintien d'une homéostasie, mais néanmoins, on a étudié de plus en plus le phénomène de tolérance comportementale, que je pourrais distinguer du phénomène de tolérance biochimique. Et là, ce n'est pas nouveau du tout, et c'est presque un clin d'œil de ma part. J'ai été rechercher un papier d'il y a 50 ans, quasi jour pour jour, 1968. Un papier déjà où on parlait de la tolérance à l'alcool, et où faisait des études, j'en suis presque jaloux tellement le paradigme expérimental était simple, c'est sur des rongeurs, on est dans le fondamental ici. Un paradigme très très simple où ils ont demandé aux animaux de faire une petite tâche. Donc l'animal doit retrouver de la nourriture, et donc il doit se balader dans un petit labyrinthe, et il ne doit pas se tromper de porte pour aller chercher la nourriture. Alors, on a décidé de voir quelle était l'influence de la prise d'alcool sur cette tâche. Alors on lui apprend pendant tout un temps, il obtient un bon score, l'animal s'en sort très très bien. Après, on commence à introduire de l'alcool. On lui administre de l'alcool à des doses raisonnables, et puis on lui demande de faire la tâche. Et là, ça va beaucoup moins bien. Évidemment, vous demandez à un rat complètement bourré de retrouver la tâche, ce n'est pas l'idéal, évidemment. Et donc, on peut s'en douter, son score diminue. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'un jour, 4 jours, 7 jours, 10 jours, son score, il s'améliore. Il apprend à retrouver, malgré la prise d'alcool. Donc, on pourrait parler d'une certaine tolérance au phénomène d'avoir été ainsi soumis à cet alcool. Alors, ce qui est plus surprenant et plus provoquant dans l'expérience, c'était la suite. Cette fois-ci, ils ont décidé non pas d'offrir de l'alcool à l'animal avant la tâche, mais après la tâche. Ils réalisent la tâche et puis on lui administre de l'alcool. Et là, comme vous pouvez vous en douter, si vous buvez après la tâche, vous êtes capable de réaliser la tâche. Il n'y a pas d'emprise de l'alcool pris après sur la tâche. Ça peut paraître relativement évident. Néanmoins, l'animal est imbibé de cet alcool. Et au bout d'un certain temps, au jour 10,
Eh bien, ils ont inversé, chez cet animal-là, ils ont inversé. Ils ont donné l'alcool avant la tâche. Donc cet animal, en fait, il a reçu en définitive autant d'alcool que celui-ci. Il est imbibé d'alcool depuis une dizaine de jours. Eh bien, malgré tout, la première fois où on lui expose de l'alcool avant la tâche, eh bien, il montre des déficits au niveau du score. Donc la quantité totale d'alcool qu'il a eue est exactement la même en définitive. Donc il est aussi un petit peu alcoolique, mais lui, il ne s'en sort pas. Lui, il s'en sort. Donc la tolérance, c'est bien, mais ce n'est pas seulement la tolérance. L'animal a connu la même prise d'alcool systématiquement. Mais là, il montre une perte du score. Et donc, la tolérance, certes, mais une tolérance qui est liée à la tâche. Donc il a appris, oui, celui-ci a appris à être capable de faire la tâche malgré la présence de l'alcool. Donc il a associé cette compétence supplémentaire de pouvoir réaliser la tâche malgré la présence de l'alcool. Celui-ci, il connaît l'alcool, mais il n'a jamais réussi à apprendre à faire la tâche en présence de l'alcool. Et il y a eu beaucoup d'expériences comme ça qui ont permis de montrer qu'il y a certes de la tolérance à l'alcool. Ces animaux montrent dans les deux cas un effet sédatif à l'alcool, une tolérance progressive à l'effet sédatif de l'alcool, on la connaît, mais néanmoins, celui-ci, il performe mal, malgré qu'il est devenu progressivement tolérant. Et il y a beaucoup d'expériences comme ça dans les années 60, 70, concernant l'effet de l'alcool, simplement en inversant les prises. Une autre, mais je ne vais pas m'étendre trop longtemps, c'était sur les effets de l'amphétamine. Les effets de l'amphétamine sur le comportement d'un animal qui cherche des douceurs. Je crois que c'était du lait ou du lait sucré dans ce cas-ci. Et donc on constate qu'au plus on lui expose du lait, au plus il apprécie, il va en chercher de plus en plus. Cette fois-ci, on lui a proposé de donner d'abord de l'amphétamine. Chaque fois qu'il va être exposé à la prise de la récompense, il reçoit d'abord de l'amphétamine. Brusquement, son intérêt pour la récompense s'écroule. Et donc là, il n'a plus tellement envie de prendre du lait, il préfère les amphétamines. Enfin, il est content de son amphétamine qu'il a pris avant la récompense, mais progressivement, cet effet disparaît. Et donc là, il reçoit toujours de l'amphétamine tout le temps, mais malgré tout, il est devenu tolérant à l'amphétamine et il va rechercher néanmoins cette récompense du lait. Ici, c'est l'inverse. Vous l'avez compris, le paradigme. Cette fois-ci, on donne l'amphétamine après la récompense. Eh bien, ces animaux, même s'ils reçoivent de l'amphétamine, eh bien, ils cherchent toujours à obtenir la récompense. Donc, si on donne l'amphétamine après, eh bien, ils montrent toujours une appétence pour la tâche qui était ici de recevoir une récompense. Si on inverse ces animaux, eh bien, ils reproduisent le phénomène de tolérance. Ça fait 10 jours qu'ils reçoivent tout le temps de l'amphétamine, mais ils ont de nouveau répondant à l'amphétamine, et il faut un certain temps pour que la tolérance s'installe. Donc la tolérance, certes, elle existe, mais à côté de ça, eh bien, il y a un phénomène de plus en plus dépendant de la tâche à réaliser. Alors, au-delà de cette notion de tolérance, je vais aussi parler de la notion de dépendance qui vient compléter la notion de tolérance. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on augmentait les doses, qu'on était amené à augmenter les doses parce que l'effet devenait de plus en plus petit. Ici, c'est une situation encore plus vicieuse parce que l'équilibre que l'organisme cherchait à trouver, l'homéostasie, est lui-même perturbé. On part vers une allostasie, donc une modification de cette homéostasie vers quelque chose d'autre. L'organisme répond de manière excessive et donc il modifie son comportement général afin de diminuer les effets de cette administration de substances exogènes. Et là, ça devient particulièrement vicieux parce que non seulement la substance ne parvient plus à faire son effet, mais l'équilibre basal de l'individu n'est plus rencontré. Là, il devient dépendant, il a besoin de la substance pour rejoindre ce niveau d'homéostasie. L'allostasie s'est mise en place, c'est l'homéostasie de l'individu plus l'effet de la drogue, mais de l'effet de la drogue qui devient nécessaire au bon fonctionnement. Donc, on perturbe l'équilibre physiologique, un nouvel équilibre s'installe et l'administration de la substance devient partie prise de cette nouvel équilibre, l'allostasie. Et là, ça devient particulièrement difficile à gérer. Donc tout ça, que ce soit de la tolérance au niveau que l'on parle de tolérance, et même d'une certaine manière de la dépendance, il y a un phénomène d'adaptation. L'adaptation, moi en tant que pharmacologue et pharmacien, je la connais bien pour de nombreux médicaments, l'adaptation physique, et là je ne suis pas dans les drogues, je suis chez cette dame qui s'administre des vasoconstricteurs par exemple, ou bien pour la douleur. C'est une dépendance physique, et si on l'arrête, eh bien, elle aura des soucis physiques. Le patient qui prend de la morphine qui est constipant depuis quelque temps, il est constipé, mais s'il arrête brutalement, eh bien, on va constater qu'il aura des diarrhées. Donc ce sera l'effet inverse. Alors ce qui est beaucoup plus ennuyant, c'est bien entendu l'adaptation psychique. Et là, j'en viens progressivement aux drogues, effectivement, qui n'ont pas seulement un effet au niveau de l'organisme, un effet somatique, mais cette fois-ci bien plus au niveau psychique, et qui devient particulièrement ennuyeux, on le verra dans quelques instants. Ce sont des manifestations psychiques qui vont apparaître lors du sevrage,
et qui pose le problème d'être persistantes. Les manifestations physiques, manifestement, notre organisme arrive à faire la part des choses relativement vite et rééquilibre. Si on prive la personne de la morphine, sa diarrhée va disparaître. Si on prive la personne qui possède son vasoconstricteur, eh bien, si on l'éduque pendant une dizaine de jours, ça ira mieux. Psychique, ça va rester beaucoup plus persistant, c'est la définition de l'addiction. Alors attention, dans le contexte des drogues, les deux ne sont pas toujours présents. Il y a une conférence après sur le cannabis. Autant pour certaines substances, on a à la fois la physique et le psychique, la question est toujours de savoir s'il y a beaucoup d'adaptations physiques au cannabis, ou si elle est surtout psychique. Et donc, il y a des substances pour lesquelles c'est très, très psychique et pas tellement physique, on y reviendra éventuellement. Alors, on a réalisé pas mal d'études dans ce domaine-là, c'est pas nouveau non plus, hein. Là, je suis dans les années 93, 93, donc il y a 25 ans, oui, c'est ça, où on a pu mettre en évidence que chez les patients qui avaient consommé pendant longtemps ces substances, eh bien, ici, c'était de la cocaïne, eh bien, il y avait une modification réelle au niveau de l'organisme. Ce n'est pas simplement comportemental, il y a quelque chose, il y a un substrat biologique là-dessous. Et si on mesure la quantité de récepteurs de la dopamine dans certaines régions, eh bien, les images sont convaincantes. 1 mois de cocaïne, 4 mois de cocaïne, eh bien, la densité, on perd des récepteurs. Il y a des traces biologiques qui sont tout à fait objectivables par imagerie médicale de cette emprise que la cocaïne a eue sur ce patient. La cocaïne a agi sur les récepteurs dopaminergiques et les récepteurs dopaminergiques se sont progressivement adaptés, se sont cachés. Le patient va moins répondre à cette cocaïne. Ça nous amène logiquement vers quelque chose que je pense vous connaissez bien, le fameux circuit de cette récompense que j'aime toujours de montrer. Philippe de Timary l'avait déjà montré hier dans les séances introductives. Et il avait déjà mentionné combien ce circuit de la récompense est dans les régions les plus basses du cerveau, les plus primitives. Ce sont un circuit qui est essentiel à la vie, pas essentiel pour les drogues, certainement essentiel pour les drogues, malheureusement, mais essentiel à la vie parce que c'est lui qui détermine notre motivation devant des tas d'activités, devant la nourriture, les boissons, les sexualités, et donc qui est vraiment requis. Et donc, détruire le circuit de la récompense est une erreur magistrale, bien entendu. Ce circuit de la récompense fonctionne avec la dopamine, comme vous le savez, et la plupart des stimuli physiologiques, le fait d'apprécier un bon film, d'apprécier de venir écouter une conférence, etc., amène chez vous une stimulation dopaminergique. Ça, c'est tout à fait normal, et c'est ça qui nous motive au quotidien. La plupart des substances d'abus qui ont des activités à différents endroits de notre organisme, qui diminuent la douleur, comme la morphine, au niveau spinal de la moelle épinière, qui vont peut-être modifier notre mémoire, qui vont modifier notre énergie par la nicotine, par exemple, en plus ont des activités au niveau de cette fameuse voie de la récompense. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une petite flèche à la dopamine, c'est une grosse flèche à la dopamine. Ces substances sont des monstres au niveau de la transmission dopaminergique. Et on n'est pas surpris qu'à en abuser, eh bien, on finit par perdre ces récepteurs dopaminergiques. Donc ça, c'est le paradigme traditionnel que l'on étudie. Et donc j'en reviens à cette idée d'adaptation. L'adaptation existe pour de nombreux médicaments, elle existe encore plus pour des substances susceptibles de causer des abus, comme les substances addictives. Adaptation physique, j'en ai déjà dit un petit mot, donc l'adaptation physique, on la comprendra d'autant mieux quand on passera au sevrage. Le patient sevré va montrer des tas de réactions somatiques extrêmement désagréables qui vont le mettre dans un état somatique malade, qui vont l'encourager, bien entendu, à reprendre la substance. Ça, c'est purement physique. Au bout de quelques jours, ça peut disparaître. Là où c'est beaucoup plus embêtant, bien entendu, c'est du côté de l'adaptation psychique, qui se verra également chez le patient, dont il fera malheureusement l'expérience, avec un sevrage introduisant l'inverse de ce que le patient cherchait. Il cherchait à être boosté au point de vue énergie, il va faire des insomnies. Il cherchait un bien-être, il va retrouver un mal-être qui va être de plus en plus généralisé. Il cherchait à se calmer, il va être beaucoup plus anxieux, logiquement. On est dans le schéma tout à fait inverse. Il est devenu tolérant à cette substance, il est devenu, d'une certaine manière, dépendant à cette substance. Ça, c'est des travaux plus récents, 2013, et qui vont très loin dans l'explication de ce phénomène de la perte de l'intérêt, de l'anédonie que l'on va rencontrer chez les patients qui sont exposés pendant des périodes prolongées à des substances qui agissent justement sur cette voie de la récompense. Alors, vous l'avez compris, donc ça, c'est le neurone qui libère de la dopamine, il vient stimuler les noyaux du noyau accumbens. Alors, certes, les récepteurs dopaminergiques, ici c'est les D1, mais c'était surtout valable pour les D2, vont diminuer, donc ce neurone va moins répondre. Certes, il va moins répondre, mais c'est encore plus vicieux que cela, parce que ce neurone qui répond moins va envoyer des signaux rétrogrades jusqu'au neurone qui libère lui-même la dopamine. Donc, le patient a triché, il a pris des substances pro-dopaminergiques en excès,
Il a appauvri les réponses de ce neurone-là, qui néanmoins persiste à alimenter une transmission avec de la dynorphine. La dynorphine, c'est une encéphaline endogène. Et cette dynorphine, j'aurais dû mettre peut-être un petit signe négatif ici, va diminuer l'activité de ce neurone. Alors là, c'est vraiment un problème, parce que non seulement la personne est devenue dépendante, elle a besoin qu'on augmente les doses de dopamine pour stimuler et pour rechercher les plaisirs, pour rechercher les récompenses, mais le neurone dopaminergique tout seul, lui, ne fonctionne plus. Il s'est vraiment endormi d'une certaine manière, il s'est apaisé dans ses activités quotidiennes. Il ne répond plus sous l'influence de la dynorphine. Il va produire moins de dopamine pour son circuit de la récompense, mais la récompense au phénomène quotidien, la motivation quotidienne, la motivation à arrêter de consommer. Donc le système de la récompense est devenu malade en quelque sorte. Ça va impacter sur le circuit de la récompense, ça va impacter sur d'autres circuits, sur l'amygdale, sur la cognition, sur la mémoire. Donc on va avoir des troubles cognitifs. Ça va aller vers le cortex préfrontal où on va avoir des altérations des comportements, une certaine impulsivité qui pourrait apparaître. Tout ça s'explique parce que ce neurone est devenu malade en quelque sorte. Et donc on a vraiment ce déficit. Hier, Philippe de Timary, j'ai rajouté ça hier soir, Philippe de Timary a insisté combien le phénomène de toxicomanie, d'addiction, était un déséquilibre entre, d'un côté, la drogue et de l'autre côté, la raison. Je suis tout à fait d'accord, j'aurais voulu nuancer davantage. C'est la mise en place de ce phénomène. On n'est pas déséquilibré au départ, on est peut-être plus fragile dans certains cas, il y a peut-être des prédispositions chez certains, mais le déséquilibre s'installe en réponse à cette stimulation excessive par toutes les substances que j'ai mentionnées précédemment. Donc, on l'a compris, l'addiction est une maladie qui affecte ce circuit de la récompense. C'est une réelle maladie, et c'est ce circuit de la récompense qui est essentiel. Vous le saviez sans doute déjà. Les neurones répondant aux stimuli positifs sont devenus tolérants, et bon, ça va de moins en moins bien répondre. On connaît les adaptations moléculaires, on sait que certains récepteurs diminuent, on essaye de comprendre. C'est bien, mais ça n'explique pas tout. Des adaptations cellulaires, on peut aussi les étudier, mais des adaptations qui sont systémiques. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du système qui est mis en question, qui est modifié, avec des modifications comportementales, comme je l'ai montré pour cet animal qui boit de l'alcool et qui, après, ne sait plus faire sa tâche. Les changements de ces réponses à des drogues sont critiques parce qu'ils vont non seulement changer la réponse à la drogue elle-même, par exemple à la cocaïne, par exemple à l'alcool, selon ce que la personne composait, mais étant donné que toutes ces voies empruntent eh bien, ce même circuit de la récompense, c'est à l'ensemble de ces substances que la personne va devenir tolérante, y compris aux stimuli naturels. Donc, aux événements de la vie qui nous apportent une certaine récompense, eh bien, la personne va devenir également tolérante et ne répondra plus. Donc, on est devant une difficulté supplémentaire de motiver la personne à décrocher de la prise de la substance. C'est vraiment une maladie, c'est une maladie de la mémoire, c'est une maladie de l'apprentissage. L'apprentissage, vous connaissez, l'apprentissage, voilà, c'est ça l'apprentissage, c'est l'apprentissage du piano, il y a un piano là-bas, c'est l'apprentissage pour un examen, c'est les souvenirs de vacances, c'est des apprentissages de comportement, ce sont des expériences, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient beaucoup plus studieuses, des expériences et qui sont responsables de la possibilité de mémoriser des événements. C'est essentiel, c'est le propre de notre quotidien. Il y a des régions de l'encéphale qui sont dédicacées à ça. L'hippocampe, le cortex, etc. servent à ça. Dans le contexte de l'addiction, on sait aujourd'hui que c'est vraiment un phénomène de mémorisation, mais une mémorisation qui est complètement biaisée en quelque sorte. On a retrouvé dans le cerveau de patients, ici c'est en 2005, au niveau du noyau accumbens, sont les fameux neurones qui répondent à la dopamine, des modifications structurelles des neurones. Structurelles comme on les voit dans le contexte de la mémoire, mais dans l'hippocampe. Ici, on est dans une région qui ne devrait pas être exploitée pour des phénomènes aussi modificateurs, aussi adaptatifs que ceux qu'on rencontre dans les régions dédicacées à la mémoire. On va voir ces neurones qui modifient complètement leur arborescence, on ne va pas rentrer dans de la neurobiologie. Il y a ce qu'on appelle la plasticité synaptique, très similaire à ce que l'on voit dans l'apprentissage, mais ici dans des régions qui ne devraient pas servir à cet apprentissage. Vous comprenez que modifier un neurone qui devient complètement modifié d'un point de vue structurel, ça met un certain temps, mais pour revenir en arrière, ça prendra du temps encore plus important. Adaptation des neurones, c'est vraiment le principe de base. Alors ça cherche, je ne vais pas être trop long, ça cherche du côté de ce qui se passe, comment ça se fait que ces neurones sont modifiés. Aujourd'hui, on va plus loin, certes, toutes ces substances modifient la dopamine. Maintenant, on sait que dans les neurones cibles de la dopamine, eh bien, il y a réellement des modifications qui ne vont pas simplement modifier le taux de récepteurs pour la dopamine, mais également modifier l'expression de certains gènes. Et les gènes ont été de plus en plus identifiés. On connaît ces gènes, c'est des gènes qui sont souvent impliqués dans la mémoire.
vous entendez certainement parler de temps en temps d'épigénétique, des régulations qui sont extrêmement profondes au niveau de notre matériel génétique. Dans certaines cellules, ce n'est pas simplement l'expression d'un gène qui augmente un petit peu de temps en temps, qui diminue. Cette fois-ci, ce sont des modifications très persistantes. C'est la chromatine de nos cellules, donc l'ADN de nos cellules, qui se voit modifié dans sa structure. Et ce sont des modifications qui peuvent persister pendant des semaines, des mois, des années. Des signatures moléculaires, des cicatrices, comme je dirais dans ma conclusion, des cicatrices moléculaires qui sont persistantes dans les neurones dopaminergiques répondant aux voies de la récompense. Et donc on comprend combien ça va être persistant. Une fois qu'on parle d'épigénétique dans le domaine de la biologie moléculaire, on est parti pour des phénomènes extrêmement persistants. Ça se passe dans ce contexte-là. On comprend mieux cette persistance, on comprend mieux peut-être l'idée de faire des approches thérapeutiques dans ce domaine-là. Alors, je vous avais promis de faire un peu de pharmacologie. Comment mieux prévenir tout ça? Comment traiter ces phénomènes de dépendance et de tolérance? Il y a quelques possibilités. Je suis très prudent en rappelant que, certes, il y a la psychothérapie avant tout, et ici, je ne viens qu'apporter une petite rustine, on pourra en discuter davantage. Je vais passer celle-là. L'idée principale, c'est cette approche essentiellement dissociative, l'approche substitutive. Je ne vais pas m'étendre longtemps. Vous l'avez compris, la tâche précédée de l'alcool est un comportement complet. Ce n'est pas simplement l'alcool qui est important, c'est aussi dans le contexte de la tâche, dans quel contexte la personne a consommé l'alcool, quel est le bénéfice ou quel est le trouble qui était lié à la prise de la substance. Je l'ai montré dans un modèle simplifié, mais on peut le transposer à beaucoup de phénomènes d'addiction. L'idée donc, c'est de rompre cette association. Et aujourd'hui, l'idée, c'est clairement après la prise de la substance, d'éviter plus tard, après la récompense, le creux, le sevrage qui va apparaître. Le sevrage est vraiment le moteur qui va redéclencher la prise de la substance si on est dans un cercle vicieux. L'idée réellement dans les approches pharmacologiques qui sont toujours les mêmes, il n'y a rien de très nouveau dans tout ça, c'est de combler ce trou pour éviter que la personne ne découvre ce sevrage, ne fasse la mauvaise expérience du sevrage qui conduit à la répétition. Et donc on va prendre des substances comme la méthadone, comme la nicotine, mais pas fumée, plutôt en patch, de manière prolongée, des benzos, mais des benzos qui ont une durée d'action particulièrement prolongée, et ça nous permettra peut-être, peut-être pas de soigner, mais en tout cas de prévenir. Dans mon titre, il y avait prévenir et peut-être traiter. Prévenir, peut-être. Traiter, c'est encore plus difficile. Prévenir, l'idée, c'est que je vous ai montré ces phénomènes de tolérance, la tolérance qui s'installe progressivement. Ici, on va administrer des substances qui n'ont pas des pics d'activité, mais qui ont des durées d'action beaucoup plus prolongées. Et on pourrait espérer de la sorte à diminuer l'emprise que sera sur l'organisme. Peut-être une certaine tolérance va-t-elle s'installer, mais on peut espérer dissocier le bénéfice rencontré par la prise de la substance avec la prise elle-même, le bénéfice et la prise de la substance. Nicotine, méthadone, benzo, il n'y a pas tellement de modifications. Alors, il y a des pistes, et je terminerai par ces pistes. Il y a 2-3 pistes qui se dessinent. La première, c'est qu'aujourd'hui, dans le domaine de la tolérance, et donc plutôt dans le fait de prévenir la mise en place des phénomènes de dépendance, on commence à comprendre, alors c'est très moléculaire ici, comment la morphine qui agit sur un récepteur est capable de déclencher, bien sûr, ce que je cherche, l'analgésie, peut-être un certain bien-être, et ce n'est pas plus mal pour certains patients, mais à côté de ça, on a pu distinguer les voies de signalisation qui sont responsables d'effets secondaires, et ce n'est pas indiqué ici, mais également les phénomènes de tolérance. On arrive à dissocier le bénéfice de la tolérance. Aujourd'hui, on peut espérer développer de nouvelles substances, il y en a qui sont en développement pour le moment, qui seraient capables d'induire les effets recherchés d'une substance dans un contexte thérapeutique, mais d'éviter qu'il n'entraîne des effets indésirables et cette fameuse tolérance. Ça, ce serait vraiment le Graal pour un pharmacologue, c'est de pouvoir développer ces substances. Ça se passe pour les benzos. Également, le Valium without dependence. Donc, on est en train d'imaginer comment, avec des composés proches du Valium, mais bien sûr pas le Valium, mais des nouvelles benzodiazépines ou des composés apparentés aux benzodiazépines, on pourrait déclencher les phénomènes recherchés avec les benzos, parce que ça reste essentiel dans l'arsenal thérapeutique, mais comment éviter la mise en place de ces phénomènes de tolérance? Ici, je suis typiquement dans la prévention de la tolérance. L'autre idée, c'est cette fameuse, et j'adore cette idée-là, c'est cette idée des cicatrices génétiques de l'addiction. C'est Nestler, qui est très connu dans le domaine des addictions, qui propose ça, qui propose qu'à partir du moment où on a pu mettre en évidence ces modifications épigénétiques de l'ADN, qui sont responsables de la tolérance, responsables de la dépendance, responsables de cet effet à très, très, très long terme, cette persistance de la sensibilité du patient, l'espoir de peut-être pouvoir corriger. Aujourd'hui, on a des substances expérimentales qui permettraient de corriger les effets épigénétiques, de corriger ces traces persistantes sur l'ADN,
de corriger ces cicatrices génétiques de l'addiction et peut-être de revenir en arrière. On n'est plus dans la prévention, on est peut-être typiquement dans l'effet curatif, si on peut parler ainsi. Il y a des espoirs qui se dessinent. Donc cette tolérance me semble essentielle. Et aujourd'hui, on cherche comment modifier cette tolérance au niveau de la modification de ces cicatrices. Voilà, j'espère. Bon, on ne sait pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui dans le domaine de la pharmacologie de cette substance-là. Je terminerai en reprenant la diapositive de mon introduction, tout en rappelant toute mon humilité pharmacologue par rapport à toutes les autres approches qui sont clairement mises en évidence pendant ce forum. Voilà, je vous remercie. Donc l'idée, c'est de faire une discussion par la suite. Oui, merci beaucoup pour cette présentation que je trouvais, moi, en tout cas, très claire. Mais est-ce que, justement, le professeur Herman s'en parle bien, on pensait, s'il y en a de vous qui avaient déjà des questions pour cette présentation-ci, on vous laisse la parole quelques minutes avant d'entamer la présentation du professeur de Mathéis. Des commentaires, ou après, on fait tout en même temps. Hein, l'idée était de se compléter. C'était tellement clair qu'il n'y a aucune question. Moi, j'ai une question. Mais il y a des... Ah, il y a quand même quelqu'un qui a une question là-bas dans la salle. Bonjour et merci pour cet exposé très clair. Mais vous avez bien parlé du rôle de la dopamine dans le circuit de récompense, mais je voulais avoir votre avis concernant les récepteurs GABA, les récepteurs glutamate et leur rôle dans cette fonction d'homéostasie, d'adaptation physiologique et par conséquent de la tolérance aussi. Oui, donc GABA, glutamate, c'est sûr que le glutamate est essentiel dans les phénomènes de mémorisation. Dans les structures qui sont responsables de la mémoire, c'est clairement le glutamate qui joue un rôle essentiel. Donc le but de la dopamine en soi, enfin, la dopamine n'a pas comme vertu dans notre organisme de soutenir des phénomènes de mémorisation. C'est beaucoup plus du côté du système GABAergique et glutamatergique qu'on a des phénomènes de mémorisation qui se mettent en place. Donc c'est des cibles potentielles d'intérêt, effectivement, d'agir sur les transmissions glutamatergiques. D'ailleurs, on sait que certaines substances de nature glutamatergique sont à l'origine de dépendance. On connaît la kétamine, par exemple, les benzos et le GABA. Donc la dopamine est un lieu commun, mais pas mal de voies convergent vers cette transmission dopaminergique. GABAergique plutôt inhibitrice, glutamatergique plutôt stimulatrice, mais au travers de voies de stimulation et d'inhibition, eh bien, c'est ces voies-là qui finissent par perturber. Alors, est-ce qu'il y a des espoirs du côté glutamatergique ou purement glutamate ou GABAergique ? On se focalise beaucoup sur le dopaminergique pour la simple et bonne raison que c'est un lieu commun. L'histoire a montré que dès qu'on arrive à modifier la sensibilité d'une personne pour une des transmissions, eh bien, la personne va bouger vers une des substances d'abus, l'intérêt va se déplacer vers une autre substance d'abus. On peut espérer qu'en agissant sur la voie dopaminergique, on ait une clé centrale. Ça, c'était un peu le paradigme de départ. Alors, ça, c'est limite, parce que, comme j'ai dit, la transmission dopaminergique, elle est essentielle, on ne peut pas la combattre. Les tentatives d'utiliser des antipsychotiques sont très punitives et sont tout à fait infructueuses. C'est impossible d'utiliser des antipsychotiques dans ce contexte-là, puisqu'on va appauvrir davantage une voie qui est déjà appauvrie. Mais oui, le glutamate, ça fait couler pas mal d'encre dans le domaine du glutamate, surtout. Le GABA, un peu moins, mais dans le domaine du glutamate, on sait que c'est un rôle essentiel à différents endroits, mais qui convergent néanmoins vers le système dopaminergique. Mais il n'est pas facile. Hein. Le glutamate, il intervient dans tellement de voies nerveuses qu'on a très peu de médicaments qui agissent aujourd'hui sur les transmissions glutamatergiques. On a quelques antiépileptiques, mais sinon, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est tellement diversifié l'implication du glutamate dans le système nerveux central et au niveau médulaire et encéphalique que c'est une voie très difficile à toucher, quoi.